Bonsoir. Au sommaire de ce journal, pris en flagrant délit, en pleine ambiance dans des bars et boîtes de nuit. Pendant cette période d'état d'urgence et foulant au pied les mesures barrières prises, certains habitants de Kolwezi dans la province de Lualaba, surpris tard dans la soirée par les policiers, ont été arrêtés et présentés aux autorités provinciales. Et puis, sauf changement de la dernière minute, le 21 juillet prochain, c'est la date retenue pour la probable reprise des cours dans des écoles primaires, secondaires et techniques. Le calendrier réaménagé a été adopté au cours de la réunion Task Force tenue cet avant-midi. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Encore 15 jours d'état d'urgence sanitaire pour la 6e fois après l'adoption de son projet de loi au Parlement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer et rendre publique l'ordonnance présidentielle portant sa prorogation. La lecture de cette ordonnance avec le porte-parole adjoint du chef de l'État. On l'écoute. Loi numéro 20/1010 du 6 juillet 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 7 juillet 2020, la prorogation de l'état d'urgence promulguée par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait le 6 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolongele Ebérande, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20/062 du 6 juillet 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 20/010 du 6 juillet 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 telle que prorogée à ce jour, vu l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19, telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 1er, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu. Article 1er est prorogé pour une nouvelle période de 15 jours, prenant cours le 7 juillet 2020, l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Article 2.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait le 6 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Kolonguele Eberand, directeur de cabinet AI. Direction l'Assemblée nationale, les députés nationaux viennent d'adopter le projet de loi portant ratification de la RDC au traité révisé instituant la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'était au cours de la plénière tenue ce mardi 7 juillet. Sylvie Mouyombo. Créée en 1983, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, s'est adaptée aux mutations que connaît l'Afrique et le monde dans le commerce et le mouvement des populations. Son traité révisé en 2019 attendait encore la ratification de la République démocratique du Congo. Le projet de loi y relatif a été présenté mardi devant la plénière de l'Assemblée nationale que conduisait la présidente Janine Mabunda Lioko. Guillaume Pépin Manjolo, ministre d'État, ministre de la Coopération, a fait l'économie du texte en des termes plus clairs en mettant en exergue les innovations au regard de l'ancien traité. Après un débat houleux sur la pertinence de la révision avec des contingences sécuritaires, les députés nationaux ont un à un voté pour la ratification de la RDC au traité révisé instituant la CEAC. Entre autres innovations des organes de gestion courante comme le comité des représentants corrects, le conseil des paix de sécurité COPAX. Les honorables députés ont rappelé notamment les difficultés qu'on a pour traverser à Brazzaville, pour revenir en RDC, les expulsions des part et d'autres. Il y a de nouvelles structures qui sont mises en place, des nouvelles règles qui doivent permettre de pouvoir modifier les comportements de nos pays respectifs dans ces cadres-là. Ces traités donnent cette possibilité-là. Et aussi la responsabilité au niveau de la commission qui remplace le secrétaire général veut que chaque commissaire soit responsable de son secteur et réponde devant les États membres, les cas échéants, y compris en termes de mobilité et en ce qui concerne aussi la paix et la sécurité, lorsqu'il y a des intrusions ou des rentrées sur le territoire d'un pays membre sans autorisation. Donc au moins on a quelqu'un à qui on doit se référer assez rapidement pour avoir des réponses précises. Cette politique procède de la volonté de l'Union européenne de promouvoir l'intégralité au niveau sous-régional. Le président du CENSA déterminé à offrir ses bons offices pour mettre fin aux divergences qui ont émaillé l'entérinement du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, Joseph Olengankoy, a rencontré tour à tour les chefs des différentes confessions religieuses pour calmer la tension. Jean-Pierre Ndolodemassou. La désignation du président de la CENI a soulevé des tensions au sein de la classe politique congolaise. Cette situation a poussé le président du CENSA, dans son rôle de la recherche permanente de la paix, à rencontrer les confessions religieuses. La première rencontre, Joseph Olengankoy l'a eue avec Monseigneur Fridolin Ambongo. Nous venons de rencontrer l'un des plus grands pasteurs de Dieu de notre pays, le cardinal Ambongo. Nous avons discuté. Nous sommes venus pour puiser la sagesse. Et nous avons eu déjà cette sagesse-là. C'est que nous pouvons dire à ce stade, on a eu un échange franc. Il nous a donné aussi des conseils. Et que le souci de tout le monde est de voir ce pays avancer. Le président du CENSA ne s'est pas arrêté là. Il a aussi rencontré les membres de CIME. Joseph Olengankoy croit dur comme fer à une solution à ce problème. Il n'y a jamais eu un problème sans solution. Ce qui nous fait plaisir, c'est la volonté des hommes et de Dieu de trouver des solutions pour le bien-être de notre peuple. Dernière étape, l'Église du Christ au Congo. La rencontre avec les membres de cette confession religieuse s'est déroulée dans un climat serein. Les conclusions de ces différentes rencontres seront soumises à la hiérarchie, a dit le président du CENSA, Joseph Olengankoy.
Des équipements informatiques et bureautiques pour le secrétariat général du ministère de l'Industrie et de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, dont de la Banque africaine du développement BAD, ce pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est la vice-première ministre du Plan, Élysée Minembwe, qui a réceptionné ces kits. Peggy Mukunda. Le secrétariat général du ministère de l'Industrie et la Commission nationale des femmes entrepreneurs viennent de bénéficier d'un don d'équipements informatiques et bureautiques, dont du Fonds africain de développement, FAD, et de la Banque africaine de développement, BAD, à travers le projet d'appui à la consolidation du tissu économique pacte du ministère du Plan. C'est la vice-première ministre du Plan, Élysée Minembwe Tamu-Umwe, qui a réceptionné et remis ces dons aux bénéficiaires à côté du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. À savoir que ce projet a pour objectif de promouvoir l'industrialisation du pays à travers la consolidation du système de normalisation et à l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Il vise également à consolider les réalisations en cours du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi et de promouvoir l'émergence des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, les projets prioritaires pour le développement de la province du Kasaï oriental sont les sujets partagés autour d'une même table par la vice-première ministre du Plan, Élysée Minembwe Tamu-Umwe, et une délégation du caucus de députés de la dite province. Au cours de cet entretien, la patronne du Plan a expliqué à ses hôtes en long et en large le fonctionnement du ministère du Plan. Pour faire face aux multiples défis de développement de la province, un projet sera conçu dans les tout prochains jours sous l'accompagnement de l'exécutif provincial et avec la complicité des élus de la province du Kasaï oriental. Le nouvel inspecteur général des finances, Jules Alinguete, lui a promis de tout mettre en œuvre durant son mandat pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre l'impunité. Déclaration faite à l'issue de la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, en présence du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État. Regardez. Conformément à l'ordonnance numéro 20/059 du 30 juin 2020, nommant l'inspecteur général des finances chef des services, la remise et reprise a eu lieu ce mardi 7 juillet 2020 à l'inspection générale des finances en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, représentant personnel du président de la République empêché. Après 16 ans de service à la tête de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete Nkwei succède à Victor Batoubenga. Dans son allocution, l'inspecteur général des finances sortant a souhaité un fructueux mandat à son successeur. Symboliquement, mon prédécesseur avait reçu du ministre des Finances et Budget, Matungulu Ilankir, de qui nous dépendions alors, le sabre traditionnel que j'ai transmis à mon successeur. Lors d'une cérémonie d'échange de vœux à laquelle étaient conviés tous les services relevant de son autorité. Ces jours-là, Urbi et Orbi, notre hiérarchie d'alors avait déclaré que ce sabre représentait la mission confiée à l'inspection générale des finances de mettre hors d'état de nuire tout agent public indélicat. Ainsi, ce sabre dont j'ai moi-même hérité de mon prédécesseur, je l'ai déjà transmis à mon successeur en l'investissant de la même mission. Puissiez-vous, votre adjoint, et vous-même persévérer dans la chasse contre les mauvais gestionnaires pour le bien de ces pays qui en a tant besoin. L'inspecteur général des finances, entrant Jules Alinguete, a rendu hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en lui et promet travailler dans la vision du président de la République. C'est ici l'occasion pour nous de rassurer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de notre détermination de tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en l'inspection générale des finances pour l'accompagner dans la réalisation de l'engagement qu'il a maintes fois pris devant la nation et tout récemment, lors de son adresse à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, je cite, « Mettre un terme à l'impunité
pour donner un sens à la lutte contre la corruption et les antivaleurs, car celles-ci sont à la base de presque tous les maux dans les différents secteurs de la vie nationale. Prenant la parole à son tour, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet du chef de l'État, le représentant cette cérémonie, a martelé sur la gestion stricte et orthodoxe des deniers publics que doit démontrer la nouvelle équipe de l'Inspection générale des finances. L'action de l'Inspection générale des finances doit contribuer à soutenir les efforts du gouvernement en vue d'une plus grande mobilisation des ressources et à annihiler, sinon décourager toute fraude, toute évasion fiscale. Nous voulons par la présente appeler les nouveaux animateurs non seulement au dynamisme, mais surtout à l'intégrité et à l'efficacité. Une chose est avoir le pouvoir, une autre chose est l'exercer, mais dans le respect des règles. Dans ses prérogatives, l'Inspection générale des finances est le service supérieur de contrôle du gouvernement en matière de finances. Elle existe depuis 33 ans et est placée sous l'autorité directe du président de la République. Après quelques jours d'alcalmie, le nombre de contaminations du coronavirus a repris sa progression en République démocratique du Congo. 119 nouveaux cas ont été enregistrés et 10 malades ont été guéris au cours de ces 24 dernières heures, ce qui rapporte le cumul à 7660 cas, dont 3236 personnes guéries, 51 cas suspects détectés après investigation, nous rapporte le secrétariat technique de lutte contre le coronavirus. Les patrons des médias appelés à s'impliquer dans la campagne de la lutte contre le coronavirus, appel lancé par le ministre d'État en charge des médias et communications, Jolino Makelele, au cours d'une réunion. Regardez. La pandémie de la Covid-19 terrasse le monde entier, particulièrement la République démocratique du Congo. David Jolino Makelele, ministre de la Communication et Médias, a trouvé nécessaire d'associer les patrons des organes de presse dans la campagne de sensibilisation contre la Covid-19. La finalité est d'atteindre toutes les couches sociales en vue de lutter plus efficacement contre le coronavirus. L'accompagnement que je sollicite de la part de la presse par rapport à la sensibilisation de proximité à laquelle je recours pour venir en complément à la communication officielle du gouvernement. Parce que nous avons constaté que la communication officielle du gouvernement atteignait une certaine couche de la population, mais que d'autres, en tout cas ceux qui sont les populations qui sont les plus réfractaires au message de la coronavirus, ne semblent pas avoir été atteintes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé notre stratégie de communication, et c'est ça, la communication de proximité, faisant appel à des vecteurs de grande renommée, et surtout approchant les populations à travers des stands de communication, d'information, à travers la distribution des dépliants écrits dans le langage que ces gens-là comprennent, parce qu'ils sont peut-être peu réceptifs aux messages tels qu'ils sont distillés officiellement dans les grands médias. Les promoteurs des médias ont salué cette initiative. Ces derniers promettent d'accompagner le gouvernement à travers leurs canaux respectifs. Nous sommes satisfaits de cet appel que l'autorité, notre tutelle administrative vient de nous lancer concernant la campagne de lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous avons décidé de l'accompagner parce qu'il en a appelé à notre sens de patriotisme. Nous avons vu les supports qui ont été mis à notre disposition pour permettre à ce que toutes les populations puissent être touchées par rapport aux gestes barrières et par rapport à la prise de conscience de la réalité qui consiste en l'existence de cette maladie dans notre pays. Voilà, en tant que responsable de médias, nous avons été invités par le ministre de la Communication et des Médias pour une sensibilisation par rapport à la pandémie qui sévit partout au monde, et plus particulièrement chez nous en République démocratique du Congo.
là, le ministre nous a présenté deux supports de communication. Des supports de communication qui ont déjà été bien faits par son service. Et ces supports de communication nous permettront, nous, de prendre les médias et de diffuser dans nos différentes chaînes de télévision pour pouvoir atteindre la population. Plusieurs supports de sensibilisation produits par le ministère de la Communication et Médias seront désormais diffusés à travers les principaux médias locaux, parmi lesquels les films, dessins animés, les clips et les spots de sensibilisation. Nous vous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal, il n'y aura pas certainement d'année blanche en RDC. Après 3 mois d'interruption des cours, les Bleus et Blancs pourront reprendre le chemin de l'école le 21 juillet prochain. La priorité sera accordée aux finalistes du primaire et du secondaire. Pour ceux des autres niveaux, le pourcentage sera dégagé à partir des résultats obtenus aux 2 premiers trimestres. Décision prise au cours de la réunion de la task force EPST. On fait le point avec Bobette Inga. Au cours de cette réunion de la task force mise en place par le ministre d'État Willy Bakonga, il était question d'examiner les différents contours pour la reprise des cours sécurisés, allant d'un système d'hygiène strict qui va nécessiter des moyens logistiques conséquents à une communication pédagogique fluide. Successivement, les parties prenantes à ces échanges ont tablé sur le plan opérationnel et stratégique de cette reprise des cours pour mettre à l'abri enseignants et élèves, que ce soit dans les provinces non touchées et touchées par la COVID-19. D'emblée, la priorité pourra être accordée aux élèves finalistes du primaire et du secondaire pour préparer le TENAFEP et l'EXETA. Pour d'autres niveaux scolaires, une moyenne de résultats déjà obtenus aux 2 premiers trimestres seront prises en compte pour dégager le pourcentage final. La task force EPST s'arme et s'active pour cette reprise des cours. Un calendrier réaménagé a été élaboré, un état des besoins logistiques établi, un protocole de sécurité scolaire prêt. La rentrée des classes n'attend plus que l'aval du chef de l'exécutif et du président de la République. Les conclusions de cette réunion seront soumises au gouvernement après l'intégration des orientations du ministre de tutelle en vue de mettre des moyens conséquents et à la disposition des équipes opérationnelles du ministère qui pourra aussi bénéficier de l'appui des partenaires techniques et financiers. Rien n'est encore fixé sur une date effective de reprise des cours, mais la date du 21 juillet a été plusieurs fois évoquée. Et puis cette invitation à soumission pour le fonds de défi et incubation pour la cuisson propre en République démocratique du Congo à l'intention des entreprises locales ou internationales actives dans la production et vente des foyers de cuisson ou kits à gaz de cuisson en République démocratique du Congo dans le cadre du programme de consommation durable et substitution partielle au bois énergie financé par le CAFI sous le FONARED. Le programme des Nations Unies a initié le fonds de défi et incubation pour appuyer les entreprises actives dans le développement du marché des foyers de cuisson et kits à gaz à cuisson des foyers. En RDC, à cet effet, le PNUD informe à l'opinion que l'appel à proposition du fonds de défi et incubation pour la cuisson propre en République démocratique du Congo a été lancé et ouvert au public depuis le 25 juin 2020 et prendra fin le 31 juillet 2020. Pour plus d'éclaircissement, le PNUD vous invite à transmettre vos questions par email avant la date limite de soumission à l'adresse ci-dessous rdc-uncdf.org. Une conférence préparatoire sous format webinaire sera organisée en ligne ce vendredi 10 juillet 2020 à 10h à Kinshasa, 10h heure de Kinshasa pour répondre aux questions posées. Poursuivons ce journal. Les pensionnaires de plusieurs hommes de vieillard de la capitale viennent de bénéficier des kits sanitaires pour se prévenir du coronavirus. Un don de Koyo Forum Kinshasa. Nicole Cessep pour les détails.
Première étape de cette visite, le homme des vieillards de Cabinda dans la commune de Lingwala. Ici, c'est la colonie Koyo qui fait un don de kits sanitaires pour la protection contre la COVID-19. Ce, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Deuxième étape de cette visite, le homme des vieillards Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa où le même geste de solidarité a été posé. À la tête de cette délégation, le bishop Gabriel Soler Ngoy, coordonnateur de Koyo Forum Kinshasa, qui explique le sens de ces gestes. Nous avons pour objectif l'entraide d'abord entre nous-mêmes et faire des projections sur la réparation, la participation et même la contribution par rapport à notre cité Koyo qui, comme vous le savez, la vie s'est tellement dégradée. Voilà, pour notre première sortie, nous sommes venus voir le vieillard, les personnes de troisième âge, parce que nous savons que nous aussi nous y passerons. Ici, j'ai fait aussi allusion à l'appel du chef de l'État qui a voulu que chacun y apporte sa pierre, c'est-à-dire le peu que nous avons cotisé, parce que nous vivons, comme vous le savez, les Asbel ne vivent que des cotisations. Nous nous sommes dit, nous allons faire quelque chose ici avant de descendre aussi chez nous au Katanga. Cette visite a permis aux enfants des cadres de la Sodimiko de se souvenir de la belle époque de l'oiseau bleu, ces bus appelés Bouloubende. C'est par un repas de cœur dans le strict respect des gestes barrières que la journée a été immortalisée. La question est bel et bien sur toutes les lèvres. À quand la reprise des cours et autres activités académiques au sein des établissements supérieurs et universitaires? Le ministre de tutelle, Thomas Louaka, a échangé avec les délégués de quelques institutions pour arrêter quelques stratégies. Marie Kalang, détail. Les activités académiques, cette question a été au centre des échanges entre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louakalo Senjola avec la délégation des établissements publics, celle des établissements privés ainsi que la représentation des étudiants du Congo. Des échanges qui ont permis à la représentation des étudiants de cerner la démarche du numéro 1 de l'ESU de permettre aux établissements d'assurer leurs enseignements. Nous aimerions rassurer les étudiants que dans les prochains jours, sûrement, une fois que l'état d'urgence est levé, les cours reprendront et nous allons nous assurer que cela soit fait dans le respect des mesures barrières. Il y a un calendrier proposé par les services techniques. À propos de la reprise effective des activités, le ministre de l'ESU a, au cours de ces échanges, évoqué le principe du parallélisme de forme. Il était question de faire un peu le tour de la question, proposer des pistes de la sortie des crises, si jamais l'autorité qui avait pris la décision, n'est-ce pas, de fermer les institutions, et arriver à vouloir prendre une décision de réouverture et lui proposer les modalités de manière assez concrète. Les étudiants et leurs formateurs sont d'avis qu'il faut conscientiser davantage les communautés au respect strict des mesures barrières. En cas de reprise des activités académiques, l'autorité de tutelle a au préalable fait faire des simulations des différents calendriers académiques. Lutte contre le coronavirus, l'hôpital Mabanga, nous sommes à Yolo, vient d'être désinfecté. Opération lancée par le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo et son collègue de la recherche scientifique Lopez Kakuba. Après la formation des prestataires de soins des 35 zones de santé de Kinshasa, l'heure est à la dotation des hôpitaux en intrants PCIUH. La présidente de la commission prévention et biosécurité, accompagnée d'une délégation de l'Organisation mondiale de la santé, a fait la ronde de quelques hôpitaux de Kinshasa pour la remise de ces matériels de protection. Une tournée qui l'a conduit tour à tour à l'hôpital Bondeko Délimité, en passant par l'hôpital général des références de Kintambo, pour chuter à l'hôpital général des références de Kinshasa ex-Mamayemo. C'est l'eau des intrants dont de l'OMS aux formations sanitaires est constituée des savons, lave-mains, gel hydroalcoolique, des chaises et tables en plastique, des essuie-tout, des brosses, des raclettes, du chlore, des détergents ainsi que des sacs et seaux poubelles. Pour le docteur Bienvenu Unjo, chef d'équipe PCI à l'OMS, à travers ces dons, l'OMS veut garantir la santé du personnel soignant et des patients.
Au nom du secrétariat technique des ripostes, le docteur Isabelle Lumbe Isangou, qui a réceptionné ces matériels, appelle les hôpitaux à plus de responsabilités dans la gestion de ces intrants. Là où j'insiste encore, MD, c'est une nouvelle maladie. Nous sommes sur un ring, on se bat avec un ennemi invisible que nous ne connaissons pas. Donc la bataille est rude. Avant que vous admettre les malades à l'intérieur, les malades doivent d'abord être vus ici. C'est pourquoi on vient vous équiper de tout ce qu'on vient de donner pour que cette idée de triage puisse fonctionner correctement. Ces matériels PCI seront utilisés au service des tri, un ouf de soulagement pour les hôpitaux bénéficiaires. Retenez que 17 formations sanitaires de Kinshasa vont bénéficier de cet appui de l'OMS. Lopez Kakouba nous a proposé plus tôt la remise des équipements dans différents hôpitaux de la capitale, dont de l'Organisation mondiale de la santé. Les hommes en uniforme appelés à se faire dépister volontairement du coronavirus, l'équipe de la riposte s'est rendue à l'état-major de FRDC pour lancer la campagne de dépistage. D'autres détails dans ce reportage. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, le corps de santé militaire par son département de TID technique à travers la zone de santé Kokolo avec l'appui du secrétariat exécutif de la riposte ont lancé ce lundi 6 juillet 2020 une activité de dépistage, isolement, traitement et contrôle de la pandémie à coronavirus au sein de forces armées de la République démocratique du Congo qui prendra 5 jours. C'est le rez-de-chaussée du bâtiment administratif de l'état-major général qui a servi de cadre à cette activité. À cette occasion, le colonel Mondou Massoudi Gustave, l'un des organisateurs, explique. Le prélèvement que nous réalisons ce jour fait partie d'une série de mesures, des dispositions qui ont été prises et décidées par le haut commandement militaire par rapport à la prévention et au contrôle de la pandémie de coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, l'armée n'est pas épargnée comme toutes les autres couches de la population, mais le fait que la population militaire et surtout au niveau du haut commandement puisse être affectée peut constituer un défi majeur pour la sécurité de notre pays. C'est dans ce cadre-là que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo avait demandé au comité multisectoriel de riposte contre le coronavirus de pouvoir procéder au dépistage des masses. Tous les militaires et les personnels civils œuvrant dans les grands bâtiments de l'état-major général et du ministère de la Défense nationale. Rappelons qu'avant le dépistage samedi 4 juillet 2020, les bâtiments administratifs de l'état-major général a été désactivé. Ils ont fait fi des mesures barrières en cette période de confinement dans la province du Lualaba. Quelques habitants de Kolwezi ont été interpellés par la police alors qu'ils prenaient la bière dans des bars et boîtes de nuit. Ces récalcitrants ont été présentés au ministre provincial de l'Intérieur. À l'application de la rigueur de la loi par les autorités provinciales après plusieurs mises en garde sur le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la Covid-19. La police qui intensifie ses opérations de traque sur tous les récalcitrants a mis la main la nuit du dimanche sur un groupe de personnes, 36 au total, parmi lesquelles 9 femmes prostituées qui étaient en plein divertissement dans quelques boîtes de nuit de Kolwezi sans aucun respect des mesures barrières. Ils ont été présentés à la presse ce lundi 6 juillet par le service de renseignement de la police. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapendawa Kapenda, cette arrestation est un signal fort pour interpeller tous ceux qui ne respectent pas l'autorité de l'État. L'autorité fait ça, c'est pour l'intérêt de la population. Si cette population ne comprend pas le bien fondé de la décision du chef de l'État, de la décision du gouverneur de province, je crois que nous devons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la sanction. Les tenanciers doivent être sanctionnés aussi. Parce que les jeunes gens là ne peuvent pas se déplacer si là où ils vont, ils ne seront pas reçus. Cette opération va s'étendre, a-t-il ajouté, jusqu'à faire respecter scrupuleusement les décisions de la haute hiérarchie du pays pendant cette période de l'état d'urgence. Découvrons ensemble ce communiqué officiel émanant du ministère des Droits humains. Voici le libellé à la 34e session ordinaire du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait part aux membres du gouvernement de sa vive préoccupation au sujet de certaines mesures attentatoires
attentatoires aux libertés individuelles et collectives, ceux du fait de certains exécutifs provinciaux allant de la fermeture des radios communautaires, d'arrestations arbitraires d'activistes des droits de l'homme, à la suspension d'activités de certaines structures de la société civile dédiées à la promotion des dits droits en violation totale de la loi. En conséquence, sur instruction du chef de l'État, il leur est demandé sans délai de rapporter toutes ces décisions au risque pour les contrevenants de s'exposer aux poursuites pénales faites à Kinshasa le 7 juillet 2020. Madame André Lité ACBA. L'école internationale Le Cartésien a participé pour la première fois au concours du baccalauréat international. Les résultats ont été rendus publics depuis Genève dimanche dernier. Edith Chala. Malgré le coronavirus, toutes les écoles internationales dont les résultats sont certifiés par le baccalauréat international ont passé l'épreuve. Les cours s'étant dispensés par vidéoconférence et en ligne, les élèves étaient donc au point. Depuis Genève, les résultats des examens de fin de cycle secondaire ont été rendus publics. La République démocratique du Congo a pris part à cette épreuve par l'école internationale bilingue Le Cartésien. Une fierté pas seulement pour l'école, mais aussi pour le pays. J'ai quand même reçu mon diplôme. Je remercie vraiment l'école, les promoteurs pour le cours en ligne qui nous ont aussi aidés. Et maintenant, nous sommes là, c'est grâce à l'école et grâce à nos efforts aussi. Nous, on ne s'imaginait pas. Voilà qu'aujourd'hui, il vient d'obtenir un diplôme, mais qui est un diplôme international. Notre joie est vraiment intense par le fait que l'enfant maintenant peut, partout à travers le monde, être accueilli sans complexe. On peut les recevoir dans n'importe quelle université sans complexe. On a commencé ce projet, ça fait plus de 7 ans. Il fallait remplir les conditions qui étaient demandées par l'organisation du baccalauréat international au niveau de Genève. On a réussi à toutes ces conditions. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons le premier diplômé du baccalauréat international. Les technologies nouvelles mises au service de l'enseignement prouvent que les difficultés, comme celles engendrées. Mais avant de nous séparer, sachez que les groupes armés incontrôlés dans l'est de la République démocratique du Congo continuent d'endeuiller les habitants de ce coin du pays. Les députés nationaux de la province de l'Ituri condamnent les massacres perpétrés le 3 juillet dernier au Dépanda. La partie est de la RDC ne cesse de faire objet de massacres de la part de groupes armés incontrôlés. Les dernières tueries en date sont celles du 3 juillet 2020 dans la province de l'Ituri. Les élus nationaux de cette province de l'Ituri fustigent et condamnent ce énième acte ignoble que subit la population innocente de l'Ituri. Présentons nos condoléances les plus émues aux familles endeuillées par ces malheureux événements ainsi qu'à toute la population iturienne. Condamnons avec la dernière énergie cet acte de violence et de vandalisme continu perpétré par les milices Lendu de Codeco ainsi que leurs co-auteurs et complices. Enfin, réitérons notre demande faite le 16 avril au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de décréter l'état de siège dans le territoire de Djougou, berceau de l'insécurité. Partant, il nommait un administrateur, ses assistants, ainsi que tous les chefs de secteur ou de chefferie, y compris les chefs de groupement. Voilà, madame, monsieur, c'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Jacques Kabouaba-Sedouka pour d'autres titres d'actualité. Surtout, ne quittez pas vos fauteuils. Vous suivrez juste après ce journal la page magazine du ministre des Mines, Willy Kitobo, sur la poursuite de la vulgarisation du code minier dans le Haut-Katanga. Merci d'avoir été de nôtres. Au revoir.